Jusqu'à 1h, la nuit est à vous sur Europe 1. Nous avons 2 heures devant nous pour apprivoiser les ombres qui vous empêchent peut-être de trouver le sommeil. 2 heures pour parler de vos peurs, de vos doutes et de tout ce qui vous empêche d'avancer. Mais aussi pour évoquer avec nous vos espoirs, vos attentes et tous ces petits riens qui rendent la vie plus jolie au quotidien. Alors ce soir au 39-21, une équipe entièrement masculine, Valentin, Yanis, qui vont vous accueillir au standard, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et puis, bien sûr, vous pouvez y participer en nous envoyant vos SMS au 7 39 21 et en les commençant par le mot « nuit ». Nous sommes désolés, mais nous ne recevons pas vos mails ce soir parce qu'il y a une grosse panne informatique. Nous avons fait ce que nous avons pu depuis plusieurs heures, mais il y a vraiment un gros problème informatique. Donc ce soir, il n'y a pas de chaman. Donc voilà, j'ai perdu un peu de mes pouvoirs magiques. Je ne suis plus reliée au monde des esprits. Bon, plus de chaman qui m'accompagne, qui me rassure à mes côtés. Non, plus prosaïquement, le chaman, c'est le nom comme ça du système informatique. Donc, je ne peux plus avoir vos petites fiches qui me parviennent par écran. On va me les apporter comme ça manuellement. Plus de mails. Donc, bon, et ça ne remarchera pas avant la fin de l'émission. Hein, c'est peu probable. En revanche, les SMS, fonctionnent au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Désolée si vous aviez envoyé des mails. Je vois petite souris qui me dit je vous en ai envoyé 2 ce soir. Pas de chance, mais ce soir je ne reçois rien du tout. Voilà. En revanche, bien sûr, le téléphone et heureusement ça fonctionne. 39 21. Vous pouvez y aller et je vous attends, les amis. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors là, j'ai une petite question d'Alice qui me dit est-ce que vous recevez les photos ? Non, je ne reçois pas les photos. Non. Allez, on accueille tout de suite Mireille. Bonsoir Mireille. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté. Je vous en prie, je suis là pour vous. Intervenir, voilà, ça fait bien plus de 10 ans que je vous écoute. Oui, merci beaucoup de votre fidélité. Oui. Puis, tout ce que vous dites est judicieux, mais là, pour une fois, c'est moi qui me permets d'appeler. Voilà, j'ai mon fils qui a eu un très grave accident de voiture le 13 mai 2000. Oui. Et il a été touché, tout ce qui est trouble de comportement, tout ce qui est frontal. Ah, oui. Je l'ai fait avancer énormément, j'ai la chance qu'il marche. Mais ce qui me désespère, c'est qu'il fugue et qu'il y a des personnes qui profitent de lui. Voilà, mais dans le sens libido, parce qu'il a des moments où... Voilà. Alors, j'aurais aimé savoir s'il y avait d'autres parents. Bon, il faut savoir que j'ai adhéré à l'association des traumas crâniens. Oui. Mais voilà, j'en reviens pas que les gens ne se rendent pas compte parce qu'on voit bien ses cicatrices. Il a été ouvert de l'oreille droite à l'oreille gauche. Alors que les personnes, les hommes qui se servent de lui, réalisent pas qu'il est handicapé, puisque son handicap est reconnu à 80... J'aime pas ce mot handicapé. Oui. Différent des autres, entre parenthèses. Oui. Il a quel âge, votre fils ? Il a eu 31 ans le 20 juin. D'accord. Et hier, ça a été le comble du comble, parce que j'habite dans une ville où une certaine étiquette a changé. Et depuis 15 jours, c'est un peu la pagaille dans cette ville. Bon, mon fils avait tendance déjà à avoir des... hier, on lui a carrément volé sa chevalière en or. Voilà, alors je comprends pas l'intolérance des gens. Bon, depuis son accident, il se dit qu'il est homosexuel, mais je sais que sa différence fait qu'il pourra jamais trouver ni vivre une histoire d'amour. Mais ce qui m'affole, c'est qu'il puisse servir de... Ça crée une désinhibition, finalement. Il y a une désinhibition. Quand vous parlez de sa libido, oui, c'est ça. Donc il est plus... Le frontal est détruit des deux côtés. Oui. Donc il y a une auparavant, avant son accident, il n'avait pas au niveau de sa libido, Non, il était comme vous et moi. C'est-à-dire qu'en tout cas, il ne se disait pas homosexuel ou vous Non.
Vous nous en avez pas parlé en tout cas. Mais ça me dérangerait pas, parce que j'ai des amis homosexuels. Ça, si ça avait été ça me dérangerait pas. Ce qui me dérange, c'est la réaction des gens, des humains, quoi. Mais c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que c'est-à-dire que vous voulez dire que des gens l'amèneraient à avoir des relations sexuelles contre sa volonté? Contre sa volonté? Non, mais il dit oui parce qu'il est incapable de dire non. Parce qu'il n'a pas le même discernement que vous, que moi. Voilà. Mais quand il rentre, il se plaint il vous confie certaines choses? Oh ben oui, là, s'il m'en parle trop et ça me met à bout, j'arrive à être à bout. Oui, alors, ça je comprends, mais que vous dit-il? Est-ce qu'il vous dit que ça se passe dans un contexte où effectivement vous pouvez dire qu'il y a abus de pouvoir d'une personne effectivement? Quand il rentre, oui, il dit qu'il y a abus. Enfin, même s'il le dit pas en ces termes-là, lui, mais qui est dans un état de fragilité, enfin où ça pourrait être reconnu. Comment il en parle, lui? Eh ben, il en parle. Bon, ben, avec moi, il en parle. Il est très en colère. Et puis 2 fois, je me suis retrouvée face à la gendarmerie. Oui. Et puis il leur dit, ben, j'ai voulu. Donc moi, je veux dire, je peux plus faire le parcours du combattant. Non, bien sûr, oui. Voilà. Donc alors, avec vous, il est en colère et quand il se retrouve que vous voulez aller porter plainte, là... Voilà, parce que même les gendarmes n'ont pas capté, dans le sens, ils disent, mais il a l'air intelligent parce qu'il a sa mémoire ancienne, il sait se situer dans le temps, mais c'est tout ce qui est comportemental. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses que je suis arrivée, parce qu'au départ, parce qu'il a fait 1 mois de coma, hein. Oui. Donc il a fallu qu'il apprenne à marcher, à manger, à être propre. Et quand vous en avez parlé à ce psychiatre, donc qui lui est plus spécialisé dans la traumatologie, comme ça, que vous dit-il? Alors il m'a expliqué, c'est qu'il n'a pas le discernement ni le raisonnement que nous on a. Oui. Et la seule chose qu'on me propose, parce qu'il fait beaucoup de crises d'épilepsie, il a un traitement très très lourd, c'est parce qu'il ne peut pas être dans une structure normale à cause des crises d'épilepsie et à cause des fugues. Voilà, donc je le garde, je m'en occupe, mais la seule structure qu'on me propose, c'est une psychiatrie fermée. Alors il est un danger pour personne en fait. Hein. Non, j'ai bien compris. Il s'occupe de mes petits-enfants. Des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas avec les petits. Mon fils le voit. Voilà. Alors, j'aurais aimé savoir s'il y avait des parents qui ont ce parcours du combattant et comment ils ont fait pour. Et quand vous avez contacté justement on peut relancer le standard 3921, mais quand vous avez contacté l'association des traumatisés crâniens, vous avez pas rencontré des parents qui avaient ce type de problème? Écoutez, j'ai la chance qu'il soit comme il est. Si vous voulez, il y a beaucoup plus sur fauteuil roulant, d'autres qui n'ont pas de mémoire. Voilà. Et alors, quand vous dites que vous ne pouvez pas le mettre dans une structure normale parce qu'il fugue et qu'il a des crises d'épilepsie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par structure normale? Dans un CAT, qu'il ait des occupations et pour des raisons... Parce que dans des CAT, il y a des personnes qui ont des crises d'épilepsie, mais c'est plus ces fugues qui posent problème. Je pense que c'est ça, oui. Oui. C'est vrai que c'est peut-être aussi la désinhibition qui fait peur aux structures, ça c'est possible aussi. Hein. Bien qu'il se comporte pas mal, je sais même pas comment ces messieurs arrivent à trouver Loïc, je me dis mais c'est pas possible quoi. Voilà. Oui, mais c'est plus effectivement. Enfin, il joue aussi sur le fait qu'il y a quelque chose au niveau de sa libido à lui et le fait que ça crée certainement une part de ça a levé des inhibitions chez lui. Il y a une part chez lui qui a été désinhibée aussi.
Oui, je sais pas, je connais pas bien. Moi, je voyais, je suis. En plus, il me raconte en termes très crus, vraiment très crus. C'est ça. C'est dur à 66 ans. C'est dur à 66 ans d'entendre ça. Hein. Oui, c'est forcément violent pour vous parce que vous. En fait, on n'aime pas. 66 ans, l'accident ça a été une violence et puis finalement toutes ces petites choses qui se rapprochent, c'est encore. Vous savez, vous en auriez même 10 de moins, ça serait tout aussi violent, ou même 20 de moins, ça serait tout aussi violent parce qu'on n'a pas à connaître la sexualité de ses enfants. Et puis, vous voyez, le fait même qu'il vous en parle en termes très crus, ça montre qu'il y a quelque chose de désinhibé, mais qui est lié au fait au traumatisme qu'il a eu au niveau du cerveau. Il y a aux zones qui ont été touchées par cet accident et qui effectivement, alors moi je suis pas psychiatre, je suis pas spécialiste, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste du cerveau, mais bon le psychiatre vous l'aura expliqué mieux que moi, mais après ça peut lever il y en a certains points ça touche des zones du langage, il y en a qui peuvent plus parler, il y en a d'autres où on peut plus marcher, il y en a là lui ça a levé c'est tout ce qui est frontal, les deux lobes frontaux si vous voulez, vous les voyez, c'est vraiment voilà, hein, il était arrivé sous Glasgow 7, il est resté 1 mois dans le coma et il a eu 3 grosses opérations parce qu'il a eu le staphylocoque doré quand ils lui ont enlevé ses os pour enlever la seule chose qu'il avait, l'hématome au cerveau. Et quand ils lui ont réimplanté les os, il a fait le staphylocoque doré. Voilà. Et c'était un gamin, il passait son bac 1 mois après. Voilà. Mais est-ce que par rapport à ça, justement, ces problèmes de fugue, de désinhibition au niveau de sa sexualité, le psychiatre vous dit que aucun médicament ne peut calmer ça. Par rapport à ces grosses crises d'épilepsie, parce que j'avais pensé. Parce que l'épilepsie. À une castration chimique. Parce que l'épilepsie, c'est les suites de l'accident. Oui, mais l'épilepsie, l'épilepsie se soigne par des traitements. Oui, mais comme il a un gros traitement, et le traitement qu'il a, c'est un qui crée des troubles de comportement. Et il n'y a que celui-là qui lui a jugulé ces crises d'épilepsie. Et encore, il y a 1 mois, il en a fait 9 d'affilée. D'accord. Voilà. Bon. Parce qu'ils en ont essayé 4, il n'y a que celui-là qui a stabilisé, je vous dis. Bon, ça c'est déjà une bonne chose, mais la castration chimique c'est peut-être un peu lourd, même si c'est réversible, mais la castration, il y a peut-être quand même, sans parler de castration chimique, il y a peut-être quelque chose qui peut un peu limiter, juguler cette libido un peu exacerbée. Sans parler de castration chimique. Je vais mettre le doigt dans l'engrenage, je me demande comment ça... Bon, parce qu'il y a des personnes, ça se trouve, qui écoutent, comment des gens... entre parenthèses, comme vous, comme moi, peuvent profiter d'un gamin qui est à côté de la plaque. Non, mais vous voyez, mais c'est pas justement, c'est des personnes qui justement n'ont pas tellement de surmoi, n'ont pas tellement de, comment on veut dire, n'ont pas tellement de morale, qui agissent justement selon uniquement leur pas de surmoi dans le sens pas tellement, elles agissent selon leur plaisir à elles et uniquement. Il y en a beaucoup, moi c'est ça qui m'affole. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup, heureusement, écoutez, parce que sinon ça serait la loi de la jungle. Mais malheureusement, j'en ai affronté pas mal, et je vous assure. Oui, parce que malheureusement avec j'ai changé de ville. C'est jamais les mêmes, parce qu'à chaque fois, j'ai le courage d'aller les affronter, de leur expliquer. Parce que vous savez qui c'est ? Ah oui. Voilà, je suis étonnée, j'avoue, et ça, s'il y en a qui écoutent, je me dis même qu'on vit dans une société complètement déréglée, complètement. Non, je crois qu'on peut pas généraliser comme ça. Moi, si vous voulez, il est suiveur, mais il n'est pas demandeur. Vous comprenez ? Oui, mais je comprends très bien la différence. Voilà. C'est une personne vulnérable. Et en justice, d'ailleurs, sur un plan juridique, ça serait reconnu comme tel. C'est-à-dire, il n'a pas, comme vous dit le psychiatre, la capacité de discernement. Donc, certaines personnes abusent de cela. Et oui, malheureusement, il y a des personnes qui, bien sûr que c'est grave, c'est très grave, des personnes qui agissent, qui ont un fonctionnement assez pervers, c'est-à-dire qui
instrumentalise l'autre. L'autre n'est plus un sujet à part entière avec des désirs propres. Il est là juste pour assouvir leurs propres désirs et ils ne tiennent absolument pas compte de lui, de ce qu'il est, de ce qu'il peut ressentir. Grave, il est là uniquement comme objet pouvant les satisfaire. Mais bon, heureusement, ces personnes-là sont une minorité. Mais quand on y est confronté, je comprends que ça soit très douloureux à vivre et même insupportable. On peut pas les confronter parce que Loïc, les gendarmes... Donnez pas trop le prénom de votre fils. Les gendarmes l'interrogent et il dit autre chose. Voilà, parce que ils sont pas formés pour ça. Ils sont pas formés pour ça, et je les comprends. Mais alors, est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'il voit ce psychiatre? Oui, puisque le psychiatre, il a bien recommandé de me laisser en dehors de tout ça. Mais moi, quand il disparaît 4 heures, 5 heures entières, je me dis, il a pu faire une crise d'épilepsie. Mais est-ce que le psychiatre pourrait pas faire un bilan attestant, une attestation, parce qu'il peut confier des choses au psychiatre. Le psychiatre peut faire un certificat, pour faire valoir ce que de droit. D'accord. Ça peut être une pièce au dossier. Et finalement, j'ai eu l'impression de passer pour une mère abusive. Mais on sait aussi que parfois, il y a même des victimes qui se rétractent. Et en plus, le psychiatre peut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas sa capacité de discernement. Et ça peut jouer. Vous voyez, c'est-à-dire que là où les gendarmes, effectivement, on peut pas demander aux gendarmes d'être des psychologues ou des psychiatres, même s'ils font bien leur métier, c'est pas de leur ressort. Alors, effectivement, ils ont été formés pour interroger des victimes et des victimes de violences, de viols et autres, mais des victimes qui peuvent s'exprimer, qui, même si elles ont subi un traumatisme, le choc, la violence du traumatisme, qui ont quand même leur capacité de discernement, ce que n'a pas votre fils. Or, les gendarmes, ils sont pas médecins et pas médecins spécialistes. Vous voyez, moi je suis psychologue, même ça par exemple, ce fonctionnement, le fait que à tel niveau le cerveau est atteint, quelles conséquences ça va engendrer, je ne sais pas. Donc chacun, vous voyez, c'est vraiment très spécifique. Là, le psychiatre pourrait expliquer, ça peut avoir une valeur, ça. D'accord. Donc même pour un dépôt de plainte, parce qu'après toutes ces personnes-là, vous avez raison de dire, vous avez le droit de porter plainte contre elles. Vous êtes seule à élever votre fils? Oui, je suis seule, oui. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui pourrait vous aider, vous soutenir il y a un peu dans votre famille? enfants, mais ils ont leur vie, ils ont leur... voilà. Et puis moi j'ai perdu mon mari il y a 2 ans. Voilà, parce que il faut savoir que quand il y a un accident dans une famille, c'est toute une famille qui explose. C'est pas que la vide. Voilà. Il faut vivre avec. Et c'est vrai que moi, ces choses-là, c'est tout ce qui se passe, j'avoue que c'est encore plus violent pour moi que son accident de voiture. Et encore plus injuste. Je comprends. Ouais. Voilà. Je crois qu'il faudrait voir des... Comment dire... Là, la question aussi de l'avocat me paraît déterminante. Voir un avocat qui serait vraiment... Mais j'avais pensé à ça aussi. Voir un avocat, mais alors un avocat qui serait vraiment, spécialisé, peut-être à travers justement cette association que vous avez contactée, j'ai envie de dire, qui connaît le sujet. Et qui défendent votre dossier vraiment en s'impliquant. On a des avocats dans l'association des traumas crâniens. C'est important. Je pense, vous voyez, quelqu'un qui puisse vraiment plaider votre cause et la cause de votre fils aussi. Et puis c'est vrai que j'ai du mal à en parler parce que c'est tellement violent pour moi que je me mets à la place des autres. Moi, le psychiatre de mon fils m'a expliqué. J'en ai parlé à la juge des tutelles puisque je suis sa tutrice et elle m'a répondu mais ne vous inquiétez pas, c'est au même titre la libido qu'une secrétaire avec son patron. Moi j'estime que non. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Pas dans le cas de mon fils. Le cas de mon fils. C'est sidérant ce discours-là de la juge des tutelles. Je vous promets, et ça Qui vous a dit ça? Une juge, la juge des tutelles. Non, c'est surréaliste.
Mais quel rapport de... Oh, mais elle a une vision... alors elle a une vision du monde, chapeau. Non mais attendez, c'est la secrétaire avec son patron. Donc c'est l'abus de pouvoir. C'est intéressant d'ailleurs. Elle est dans l'abus de pouvoir aussi. Elle considère que c'est normal. Parce que la secrétaire, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Vous ne lui avez pas demandé, mais Madame la juge, qu'entendez-vous par là? J'ai tellement été sidérée, je me suis dit, je suis vieux jeu. Non, mais je comprends. Non, mais parce qu'elle voulait dire quoi? Que finalement, l'abus de pouvoir, c'est comme ça, quoi. On est dans le droit de cuissage et puis ça doit continuer. Ou que finalement, la secrétaire, oui, elle couche avec son patron, c'est dans l'ordre des choses. Puis, enfin, plus simplement, on peut dire, oui, si elle veut garder son boulot, elle couche avec son patron et puis voilà. Et puis, on est dans l'abus de pouvoir et que votre fils, que votre fils, il est là aussi, on est dans l'abus de pouvoir. Mais enfin, la secrétaire, elle a sa capacité de discernement que votre fils ne l'a pas. Mais la preuve, c'est qu'hier, le gars lui a dit donne-moi ta chevalière et bouge pas. Il lui a donné sa chevalière. Donc non, là, mais c'est hallucinant que quand même un juge des tutelles qui est là pour incarner la loi tienne ce genre de discours. Hein. Ben voilà, et pourtant. Ouais, alors, c'est très choquant. Je suis à côté de la plaque, non. Parce que moi, je ne veux pas m'inséminiser, si vous voulez, dans la vie de la libido de mon fils. C'est pas, ça me regarde non, pas. Mais c'est ça. Mais là où ça me il faut faire la part des choses. Voilà, c'est qu'on le prend pour une... c'est vulgaire ce que je veux dire, mais moi j'ai l'impression qu'on le prend pour une serpillière. Alors, c'est là où il faut faire la part des choses, c'est-à-dire votre fils peut avoir des relations, même comme ça, de passage et autres, c'est une chose, mais après, c'est là où ça va être compliqué. Vous voyez? Et oui, c'est-à-dire, c'est là où c'est compliqué et qu'il faut bien voir avec le psychiatre déjà dans un premier temps. Parce que avec vous, il semble être en colère. Il y a cette histoire où peut-être il a l'impression d'être instrumentalisé, même si ce ne sont pas ces termes. Et puis après, il dit non, mais peut-être parce qu'il a peur, parce que c'est passé, parce que il ne se souvient plus, parce que savoir ce qu'il en est, il faudrait vraiment en parler avec le psychiatre, ou parce que effectivement à ce moment-là, il est aussi sous le coup de cette pulsion et que finalement et qu'il accepte, oui, tout à fait, et qu'après qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est là où il faut voir, c'est-à-dire avant d'entreprendre vraiment une démarche. Même si effectivement les autres personnes abusent d'une situation de fragilité et de faiblesse. Voilà, et je comprends que ça vous mette mal à l'aise, mais que dans ce côté-là, et que en même temps, c'est le fait qu'il vous en parle, mais qu'en même temps, dans ces faits-là, oui, vous n'avez pas à porter plainte, même si ces personnes, évidemment, leur comportement est tout sauf clean. Alors il y a Angie qui dit en tant que kiné, j'ai entendu des histoires semblables, les abuseurs nient et la victime est jugée consentante, c'est dramatique. Il y a Annie qui dit vous pouvez toujours voir un avocat et poursuivre pour abus de faiblesse. Il y a Bougainvilliers. Il y a Bougainvilliers qui dit suite à agression, mon mari a une atrophie frontale et il n'y a rien à faire selon les médecins que l'hôpital psychiatrique. Bon courage à vous. Je crois qu'il faut voir quand même avec le psychiatre de votre fils, voir ce qu'il dit en séance avec ce psychiatre avec qui il est en confiance, voir ce qu'il en est. Il se bloque beaucoup, il ne parle pas. Bon. Alors, avant quand même d'entamer une procédure, faire le point avec un avocat, voir ce qu'il en est. Parce que effectivement, il y a la dimension où il a une libido qui existe, qui peut être en plus désinhibée complètement, il vous en parle du fait de cet accident, et évidemment ça vous heurte et c'est bien compréhensible, mais c'est lié à cet accident. C'est pas, sinon il ne vous aurait jamais parlé comme ça. C'est lié à cet accident, mais c'est que moi maintenant, c'est moi qui suis en train de... Voilà, quoi. Vous avez besoin aussi, vous auriez besoin d'un soutien, de pouvoir parler, parce que c'est très difficile. C'est pas évident parce que la preuve, j'ai mon fils aîné qui en a honte. Je devais habiter près de chez lui et il a 47 ans. Il me dit, je suis trop bien connue, j'ai une bonne situation. Si on vient me dire que, voilà, parce qu'il faut savoir ça aussi. C'est pas évident. Non, c'est pas facile. C'est effectivement pas facile. Et c'est vrai que je suis pas
apte pour l'instant à entendre parler psychiatrie, structure Non, fermée. je comprends, non, parce que ça relève pas de ça. 12 ans, non. Pour que pendant 12 ans, je le mène à bout de bras, je comprends. que je le fasse avancer, parce oui. qu'au départ, on m'avait dit que vous ayez le sentiment de régresser. Je comprends. Oui, qu'il régresse, qu'il régresse lui-même. Non, mais je crois qu'effectivement, il y a d'autres... On m'a même félicité parce que personne n'aurait cru que je le mène jusque-là. Non, mais il est pas... Non, mais attendez, il n'est pas dangereux pour lui-même, il n'est pas dangereux pour les autres. Hein? Donc, il n'y a pas de raison. Lui-même, si, parce qu'un jour, il lui arrivera un sale tour. Non, n'anticipons pas. Je crois qu'il faut refaire le point avec le psychiatre qui le suit. D'accord, ok. Hein? Ouais. Je vais vous suivre. Ouais. Mais j'avais besoin d'en parler parce que là, trop c'est trop. Oui, ça fait beaucoup. Et hier, je crois que ça a été la cerise sur le gâteau parce que depuis le temps que je vous écoute... Et peut-être qu'il est un éducateur, peut-être qu'il est, voyez, quelqu'un... je crois que les éducateurs, on ne peut pas arriver à en avoir. Et si bien que je me demande, le jour où je ne serai plus là... Attendez, n'anticipez pas autant. Bien sûr qu'il faut préparer. Mais vous n'êtes pas encore là. Je comprends que vous y songiez et que vous prépariez. C'est-à-dire qu'il faut anticiper les choses, hein, évidemment. Il faut y songer, mais pas actuellement dans cet état d'inquiétude et d'angoisse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, oui, il faudra envisager, voir comment il sera peut-être ou dans un centre. Bon, il faudra envisager quelque chose pour lui, évidemment. Hein, trouver, et là aussi il faut y réfléchir avec le psychiatre, voir quelles seront les meilleures solutions pour lui, comment il va évoluer, qu'est-ce qu'il en pense, quelles sont les structures les plus adaptées, bien sûr. Mais là ça se bouscule trop dans votre tête. Et ça se bouscule trop dans votre tête et ne mélangez pas tout parce que là ça finit par faire une boule d'angoisse et vous n'y voyez plus clair du tout. Abordez les problèmes point par point là. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. On n'a pas eu de réaction directe, mais bon, c'est vrai que c'est un problème bien spécifique. Si on en a dans l'émission, si on en a hors antenne, on vous les communiquera. Hein. C'est promis, Mireille. Ça sera gentil. Mais s'il y a des personnes qui entendent et qui tombent sur des cas comme ça, il faudrait que les gens, je sais pas, on parle de tolérance, et puis finalement, on a l'impression qu'on est dans une société de loups. Ou de louvain, je veux dire, c'est valable pour tout le monde. Et encore, le loup est un très bel animal, vous savez. Oui, je crois. C'est pas adapté pour ça. Ah oui, oui, on dit toujours cet animal pour dire, mais c'est pourtant un très très bel animal. Oui. Bon courage. Je vous remercie, Caroline. Bonne fin de soirée. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Le pied dans l'arène pour te plaire et briller au regard que j'ignorais. Le tien comptait plus que les autres, même si tu ne t'en rendais pas compte. Et j'aurais tout fait pour connaître tes fins. Cœur de pirate, Golden Baby. Poupig me dit, vous possédez un loup. Caroline, parlez-nous des loups. Ah oui, je possède un loup, mais uniquement pour sortir en soirée, mon cher Poupig. Allez, les bonnes nouvelles, le chaman est avec moi, ça y est, je retrouve un peu de mes pouvoirs magiques et les mails remarchent, donc vous pouvez m'envoyer tous vos mails sur le site europe1.fr. Merci à l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse, vous puissiez être là et nous écrire et qu'on puisse avoir vos messages. Et puis, je voulais aussi souhaiter de la part de toute l'équipe un très bel anniversaire à Sa Majesté le Roi Georges. Voilà, c'était son anniversaire aujourd'hui. Très bel anniversaire, mon cher Georges. On accueille maintenant Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Sylvie. Voilà, donc déjà bon anniversaire à Georges.
Oui, on s'incline, c'est vrai, il faut commencer par ça. Hein. Voilà, quand même. Hein, Majesté, quand même, c'est le petit royaume de la nuit. On s'incline devant. On parlait du roi Soleil sur France 2. Nous, c'est notre roi de la lune. Donc voilà, écoutez, moi j'ai été très troublée par le précédent témoignage, donc je voudrais qu'on me parle de tolérance ce soir notamment. Moi j'ai une grande souffrance psychologique par rapport à un surpoids et je voudrais qu'on parle de ça parce que je pense que beaucoup de personnes est un peu dans ce cas. Mais que ça reste un sujet tabou aujourd'hui puisqu'on parle tellement de maigreur dans les mannequinats, dans tout ça. Et moi, aujourd'hui, ma souffrance, elle est que... comment expliquer c'est-à-dire que moi, maintenant, je ne m'autorise plus à être heureuse, je ne m'autorise plus à me faire plaisir en invitant des amis ou en étant invitée, puisque de toute façon, je suis complètement hypnotisée par le poids que j'ai. Et j'en ai fait une obsession qui me malmène et qui malmène toute ma famille, mon mari, mes enfants. Malheureusement, j'en fais vivre tout le monde. Et aujourd'hui, je suis pas dans l'obésité, je suis tout simplement en surpoids, mais ce surpoids me gêne. L'image que je peux donner ou que je pense donner, parce que toute personne normale, je pense, va faire sa vie, va aller faire les magasins, va aller se promener sans penser à l'image qu'il donne, à l'image que l'on a de lui ou d'elle. Et moi, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est que partout où je mets le pied, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie d'amis ou familiale, je n'ai qu'une obsession, c'est me dire comment les gens peuvent me voir. C'est tout bête. Par exemple, au lieu de prendre plaisir dans une conversation avec une personne qui va avoir discuté sur tout sujet, moi je vais la regarder, cette personne-là, et je vais me dire cette personne-là, elle se nourrit comment par rapport à moi. Est-ce que moi je vais manger trop? Est-ce que je vais pas manger assez? Et donc c'est une souffrance perpétuelle que je n'arrive pas à me libérer. Je suis en psychothérapie, ça ne marche pas. Je fais de l'hypnose, ça ne marche pas. Donc j'essaye de savoir s'il y a des gens autour de moi qui seraient dans le même cas et qui aujourd'hui ça fait blocage dans ma vie. Je n'arrive pas à tout ce que je mange du matin au soir. Je suis en train de me dire est-ce que ça va peser sur la balance? Est-ce que ça va pas peser sur la balance? Voilà, c'est devenu une obsession. Et j'en souffre beaucoup, parce que je passe toutes mes journées, entre parenthèses, parce que je suis quelqu'un qui travaille de nuit. Donc je passe mes journées à regarder les replays d'émissions sur confession intime, l'émission sur les régimes et tout. J'essaye de prendre un petit peu d'astuces de tout le monde pour éviter de prendre du poids. Alors je suis pas dans le vomissement, je suis pas dans les médicaments, je suis pas du tout dans ça. Heureusement, oui. Non, du tout. Puis je ne m'autorise pas à le faire parce que moralement je me sens quand même capable de me gérer. Mais disons que je ne prends plus de plaisir à manger tout simplement en famille le soir, puisque je mange pas comme mes enfants et mon mari, je vais manger autrement. Je me fais une salade avec une salade composée, je vais faire attention à manger un jour sur 2 du poisson. Je fais très très attention à mon alimentation, mais ça me pourrit la vie, tout simplement, ça me pourrit la vie. Je ne prends plus de plaisir à manger une part de gâteau. Et vous ne perdez pas de poids? Non, du tout. Non, du tout. Et il suffit qu'il y a des amis qui me disent bon, j'emmène le dessert, et ben je vais tout de suite au lieu de penser à la soirée qui m'attend, je vais hypnotiser sur le fait qu'elle va emmener le dessert et que je vais rester toute cette soirée-là culpabilisée à l'idée de manger une part de gâteau. C'est tout bête, mais ça me pourrit la vie, quoi. Et je pense sincèrement que je ne dois pas être la seule dans ce cas, parce qu'aujourd'hui on parle de minceur, on parle de poids à longueur d'année, à longueur de temps, mais je pense par contre être la seule à faire une obsession telle, quoi.
La seule peut-être pas, parce que les obsessions elles viennent se nicher. Bon, là c'est sur vos kilos, mais ça masque certainement autre chose. Vous dites c'est une véritable souffrance psychologique. Donc j'arrive pas à lâcher prise du tout. Oui, non, vous êtes dans un contrôle. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ce qu'il faudrait arriver à pouvoir faire pour certainement lâcher, vous délester de quelque chose. Ces kilos sont un écran à autre chose, finalement. On vient de parler d'une autre souffrance. Quand j'avais parlé avec la psychothérapeute, j'étais venue dans le but au départ de lui parler de ça en premier lieu. Hein, et après, elle m'a dit, écoutez, faut pas venir me voir si vous comptez perdre 10 kilos avec moi. Ça m'a un peu bloquée. Parce que j'ai dit, c'est un peu le but quand même, de comprendre ce qui se passe. De comprendre pourquoi j'y pense autant et pourquoi je me pourris la vie à penser comme ça. Je ne sors plus dans la rue sans me dire oh là là comment les gens me voient. Ma famille me dit mais non t'es bien. Mais moi je me vois pas du tout comme ça. Je vais tous les jours je vais me passer 1 heure à savoir comment je dois m'habiller pour paraître bien dans une fringue ou pas dans une autre fringue. Et hier, parce que j'ai essayé de vous joindre hier, ça a été trop court. Donc, c'est parce que le déclic que j'ai eu hier pour vous appeler, c'est que hier j'ai eu je sais pas si j'ai eu une bonne réaction ou pas. J'ai pris ma balance et je l'ai cassée. J'ai dit voilà, tu me pourris la vie et j'ai dit je me débarrasse et j'ai dit j'espère que ça va déclencher quelque chose. Et comment vous êtes sentie après avoir cassé votre balance? Écoutez. Ça m'a fait du bien sur le coup, mais c'est après, je me dis je me suis levée ce matin en me disant je fais comment maintenant. Et alors comment vous avez fait? Vous n'êtes pas pesé? Voilà. Non, mais je me suis dit comment expliquer, parce que elle était dans ma salle de bain et je passais tous les matins dans ma salle de bain en me disant est-ce que j'ai perdu 300 grammes ou pas, est-ce que d'après ce que j'ai mangé hier, est-ce que je crois avoir perdu? Et ce matin j'étais complètement perdue dans ma salle de bain parce que je me disais hier soir t'as mangé ceci, mais alors est-ce que t'as perdu du coup? Alors j'ai essayé plein de fringues pour savoir si vraiment il y avait quelque chose qui pouvait me faire penser que j'avais perdu quelques grammes. Et c'est devenu invivable pour moi. J'ai 35 ans, j'ai toute la vie devant moi. Oui. Et je me dis que ce problème de surpoids avec tous les magazines, on ne peut plus Ça a commencé quand cette histoire d'être dans l'hyper-contrôle comme ça? L'hyper-contrôle, disons que j'ai commencé les régimes à partir de 14 ans. Parce que j'ai toujours été... C'est là où vous avez commencé à être ronde? Vers 9 ans. 9 ans, maman me disait tout le temps, tu mangeais beaucoup. Donc, il faut savoir qu'à 9 ans, j'ai subi des attouchements sexuels. Donc, je suppose que c'est lié. Et du fait que c'est pour ça que j'avais pris une psychothérapeute pour justement passer ce cap de lâcher prise par rapport à cet âge-là. Et il y avait une souffrance émotionnelle. Mais aujourd'hui, je pense pas parce que je ne vis plus avec ces pensées-là. Maintenant, c'est l'image que je peux donner, ou voilà, c'est surtout le contrôle de l'image que je peux donner que je ne comprends pas pourquoi cette obsession de l'image que je peux donner. Est-ce que vous en avez parlé quand vous êtes allé voir cette psychothérapeute? Oui, c'est la première chose qu'elle m'a demandé. Et c'est la première chose que j'ai expliquée, parce que je pense que ça a été l'élément déclencheur. Oui. Et donc je suis dans ma vie de tous les jours quelqu'un qui aime contrôler les choses. Dès que je perds le contrôle d'une situation, je panique. Ah oui. Et là, mon mari me dit mais moi j'en peux plus de tes régimes, l'effet yo-yo. Voilà, parce que c'est ce qui se passe. J'étais limite que je m'empêchais d'avoir des grossesses à cause du fait de penser que j'allais prendre du poids. Mais bien sûr. Et donc je prenais plus de plaisir à autre chose. Je prends plus de plaisir à autre chose alors que j'ai tout dans ma vie. J'ai mes 2 magnifiques enfants. Je suis propriétaire. Oui, mais il y a une angoisse terrible. L'angoisse, elle est palpable quand on vous entend. C'est un écran. C'est une défense, c'est cette angoisse. J'ai essayé l'hypnose parce que je pensais qu'on allait voir mon inconscient. Attendez, quand vous êtes allé parler pour parler de vous, petite fille qui avait subi des attouchements, est-ce que vous avez été écoutée? Est-ce que vous avez été entendue là? Est-ce que vous avez pu en parler? Ou est-ce que vous l'avez évoqué?
on a pu en parler. Elle m'a expliqué certains comportements que j'ai aujourd'hui. J'ai été libérée sur le fait que j'ai compris pourquoi cet homme-là était venu vers moi et pourquoi à ce moment-là j'ai arrêté de culpabiliser à l'idée d'avoir cédé entre parenthèses, d'avoir accepté de m'être laissé faire. Donc ça, j'ai arrêté de culpabiliser là-dessus. Et comment dire, cette personne est décédée aujourd'hui, donc je me dis de toute façon qu'on peut pas refaire les choses et qu'à ce moment-là, malheureusement, j'étais toute petite et j'ai pas compris à ce moment-là que c'était mal et puis surtout que lui, à ce moment-là, savait très bien ce qu'il faisait, mais qu'il me faisait du chantage si j'en parlais à quelqu'un. Et donc, ça m'a suivi toute ma vie, hein, dans toutes mes relations intimes, ça m'a suivi. Et toute façon, j'ai pris du poids à ce moment-là, mais ça n'a jamais été. Il y a des périodes dans ma vie où j'ai été plus mince. Donc, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est cette obsession, ce lâcher prise que je n'arrive pas à avoir que j'avais avant, parce que j'ai pas toujours été comme ça. Là, c'est le fait d'avoir. Oui, mais il y a plus quelque chose qui a réactivé ça. Vous avez 2 grossesses. Quel âge ont vos enfants là? 5 et 3 ans. Mais il y a plus quelque chose. Il y a pu y avoir quelque chose qui a pu réactiver ça. D'ailleurs, vous êtes allé à un moment en parler. Pourquoi à ce moment-là vous avez voulu en parler? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous alliez en parler à ce moment-là? Ce qui est une très bonne chose. Et puis l'hyper-contrôle, c'est aussi à un moment essayer de contrôler ce que dans votre vie petite fille, ce que vous ne pouviez absolument pas contrôler, et ce sentiment de honte qui vous a envahi. Alors elle vous a expliqué, elle a mis des mots sur ce qui s'est passé, sur le fait que bah oui, vous vous êtes laissé faire, mais comment peut-il en être autrement quand on est un enfant et qu'on a un adulte qui impose cela, et pas forcément par la violence, mais parfois par la douceur, même si ce qui est fait d'une violence, parce que c'est une violence qui vous est faite, de toute façon, malgré tout. Même si c'est fait par la douceur, et même si d'ailleurs ça peut déclencher du plaisir aussi, parce que ça c'est pas formulé, mais voilà, dans les faits, c'est toujours une violence qui est faite au corps et au psychisme de l'enfant. Donc, parfois aussi, voyez, d'ailleurs, vous vous êtes mis à grossir à ce moment-là, mais prendre du poids, c'est aussi se protéger. Voilà, c'est ce qu'elle m'expliquait, que je faisais une carapace corporelle pour me protéger et éviter, pour me repousser, me faire repousser autour de moi et me faire une protection. Oui. Et vous protégez parce que finalement vous viviez comme une petite fille qui était pas bien, une petite fille qui, voyez. Surtout que je ne pouvais rien dire à ce moment-là. À 9 ans, on a la honte. Voilà, c'était pas bien parce qu'il vous rendait complice il fallait pas en parler, et puis vous n'aviez rien dit, donc vous aviez ce sentiment de honte. Donc finalement, vous avez commencé à vous sentir coupable, responsable, comme souvent malheureusement les enfants qui sont victimes d'abus sexuels. Donc aussi, c'est à la fois vous protéger, et puis ce sentiment que vous étiez une vilaine petite fille, quoi, finalement. Donc aussi. Voilà. De toute façon, je me suis toujours vue comme le vilain petit canard de la maison, et je n'arrivais pas, moi, à imaginer que je puisse faire des choses bien. Ou de toute façon, je donnais des signes d'alerte à mes parents pour essayer de toujours leur prouver que je pouvais faire quelque chose de bien, malgré que j'ai réussi dans ma vie, hein, parce que j'ai eu des diplômes, j'ai mon métier qui me plaît parfaitement, mais j'ai tout aujourd'hui pour réussir. Et oui, mais il y a quelque chose en vous qui n'a pas changé. C'est-à-dire, quand vous dites que vous vous demandez toujours comment les gens peuvent vous voir, c'est-à-dire qu'il y a déjà le regard que vous portez sur vous-même qui, lui, n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas un regard, tant que vous n'aurez pas, vous, un regard plus tendre, plus bienveillant sur vous-même, vous aurez toujours l'impression que les autres vous jugent.
Mais je ne peux pas, je n'arrive pas. Vous projetez sur les autres votre propre regard. Oui, et c'est parce que j'arrive pas à regarder. Alors, je peux trouver j'ai vraiment beaucoup d'ouverture d'esprit. Et quand on parlait de tolérance tout à l'heure, ça m'a résonné. Parce que je suis quelqu'un qui, justement, les gens viennent beaucoup me voir pour me parler de leurs soucis et je les écoute, donc j'éponge beaucoup. Et je suis la bonne copine, comme on dit. Et alors parce que c'est vrai que je suis dans un métier où je me fais beaucoup draguer Mais vous plaisez? je n'arrive. Comment? Vous voyez que vous plaisez? Voilà, mais c'est vous ne vous plaisez pas. J'arrive pas à imaginer que je puisse plaire. Mais non, mais vous ne vous plaisez pas. Vous ne vous plaisez pas. Mais vous êtes la bonne copine, mais vous n'êtes pas, vous, une bonne amie, votre amie. Vous n'êtes pas... Vous êtes très dur vis-à-vis de vous-même. Vous dites, oui, on est dans une société qui n'est pas tolérante, mais vous ne l'êtes déjà pas vis-à-vis de vous-même. C'est le regard vis-à-vis de vous-même qu'il faut arriver à changer. Maintenant, les gens, comment ils parlent des grosses entre parenthèses. Je ne vous parle pas des gens, je vous parle de vous. C'est vrai qu'on est dans une société où il y a ce culte de la minceur, c'est vrai. Mais il y a aussi vous qui, si vous voulez, dans le rapport que l'on a avec la nourriture, le rapport que vous avez, comme vous dites, c'est vraiment une obsession. Il y a derrière cette souffrance psychologique et il y a votre souffrance. Vous, d'enfant, la nourriture, elle est venue, les kilos, ils sont venus combler quelque chose. Tout à fait, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est un écran, quoi. Et il y a quelque chose encore à continuer à explorer. Quand vous dites finalement, non, je crois que maintenant c'est terminé, et non, il y a quelque chose qui n'est pas terminé, et au fond, vous parlez de calories, vous parlez de kilos, vous parlez de tout ça, pour ne pas parler du reste et pour ne pas parler de cette souffrance. J'ai écrit un livre qui s'appelle On n'oublie pas, on vit avec, qui est en vente. Et donc, pour justement mettre des mots sur les mots. Et c'est comme ça que mes parents ont découvert ce qui s'était passé dans ma famille. Et ça, beaucoup de personnes de ma famille et mes amis, notamment même mon mari, a découvert parce que je n'en avais jamais parlé. Et donc, ont découvert toute la souffrance que ça a transformé derrière, parce que ça m'est arrivé à 9 ans, mais aujourd'hui à 35 ans, j'ai eu plusieurs petites amies, et donc toute une souffrance psychologique lorsque j'ai eu mes enfants, ne pas pouvoir donner le bain à mon fils, parce que le voir tout nu, ça me gênait, mon propre fils, donc je me suis dit à un moment donné, ça y est, je suis folle, et donc mon mari lui donnait son bain. Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je vois les choses autrement. Mais j'ai pu poser dans ce livre mon fardeau et j'ai eu des demandes de pardon de mes parents. J'ai eu beaucoup que des retours positifs. Et donc, c'était pour, à la fois, quand j'ai fait ce livre, j'ai mis 8 ans pour l'écrire. Quand j'ai fait ce livre, c'était aussi pour montrer que malgré ça, on peut y arriver, on peut réussir sa vie et pas mal tourner. Bien sûr, mais... et donc, c'était aussi pour dire ouvertement, je ne peux pas le dire à voix haute, mais je le dis par écrit ce qui m'est arrivé. Oui. Comme ça, j'avais une reconnaissance de ce qui s'était passé. Et je pensais que ça allait, entre parenthèses, je pensais que ça allait m'aider. Mais je me rends compte que ça m'a aidé, mais pas totalement, quoi. Ça vous a certainement beaucoup aidé parce que vous avez pu, et ce n'est pas rien, Sylvie, vous construire, avancer, déjà vous construire socialement, sur le plan personnel, vous êtes en couple, vous avez des enfants, vous avez réussi à surmonter cette peur de la grossesse. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont été abusées, petites filles, qui ne peuvent pas imaginer, enfin qui ne peuvent pas surmonter cette peur de la grossesse, ou lorsqu'elles sont enceintes, sentir le bébé bouger dans leur ventre leur est insupportable. Ça leur rappelle toute la vie intime.
victimes. Ça rappelle ça rappelle les viols qu'elles ont subis, les abus sexuels qu'elles ont vécus. Donc il y a des choses, il y a des choses d'une violence terrible. Donc si vous avez surmonté beaucoup de choses, il faut pas dire c'est énorme ce que vous avez entrepris. Maintenant, il y a des moments où vous savez malheureusement dans la vie le film du présent, le film du passé se superposent et il peut y avoir à la faveur d'une voix, d'une intonation, d'un parfum, de quelque chose, hop, et le passé revient, vous voyez, et fait ressurgir des choses. Donc on n'est jamais à l'abri de ça. Et bon, c'est quand même un traumatisme très violent, très profond, et ça peut revenir comme ça sous forme de flash, et il faut pas se dire oh là là, tout le travail que j'ai fait est fichu et mis en l'air. Donc vous, ça peut se focaliser autour de la nourriture. Ce que je veux vous dire, c'est qu'autour de ce poids, il y a autre chose, et qu'il y a cette souffrance dont il est important de pouvoir parler, parce qu'elle dissimule autre chose, et que ça devienne pas envahissant comme ça l'est. Mais par rapport à votre témoignage, il y a des réactions qui arrivent. Il y a déjà des réactions par SMS, mais des personnes qui sont avec nous au téléphone. Il y a Daniel qui dit il faut déjà vous pardonner, faire la paix avec vous-même, courage à vous. Quelqu'un qui dit je suis dans le même cas, j'ai un regard négatif sur mon physique, ma vie en général, c'est une obsession permanente et une grande souffrance. Quelqu'un qui dit être ronde, comme pour mettre de la distance entre soi et les autres. Il y a Cathy qui dit est-ce que vous aimez faire du sport, de la natation par exemple? Non, vous n'aimez pas trop. J'ai un métier assez physique, donc d'accord. J'ai pu faire du sport toute seule. Vous n'aimez pas trop. Ou faire quelque chose par rapport au corps qui vous ferait du bien. J'ai aimé la piscine, mais l'idée de me mettre en maillot de bain me dérange. Vous n'aimez pas. Ou vous faire masser ou des choses comme ça. Oh là là, ça non. Non, non, parce que le massage, j'ai beaucoup de personnes. Mais vous savez que pourtant beaucoup de personnes, qui vous disent quoi? Que des fois on aimerait bien m'offrir des massages, mais moi je me dis non. Oui, vous avez tort, parce que ça vous ferait du bien de justement peut-être commencer par vous réconcilier un peu, voyez, vous faire toucher, je comprends, mais vous faire toucher, alors peut-être évidemment par une femme. Je suis très dure déjà avec mon mari, je suis très distante. Oui, mais vous faire toucher par une femme au départ, évidemment, pour vous, et de façon justement un toucher qui n'est pas sexuel, il y a un côté qui peut être très maternant, très enveloppant dans un massage, qui pourrait réunifier, voyez, le compter avec votre corps. Et beaucoup justement de masseuses ou d'esthéticiennes dans des spas disent qu'elles préfèrent masser des personnes un peu rondes parce que c'est plus agréable de masser. C'est triste à dire, ce que je pense, c'est que je suis d'accord. Ça serait vraiment, je pense, très agréable. Mais rien que d'imaginer que sur la table, je m'imagine et de me dire, oh là là, mais elle doit imaginer tous mes bourrelets. Voilà, ça c'est quelque chose. Pas du tout, parce que déjà, elles, c'est leur métier. Et puis vous êtes dans une ambiance, elles sont dans la pénombre. Et elles, au contraire, elles préfèrent plutôt masser des personnes, je vous dis, plutôt rondes, que souvent des personnes qui sont plutôt très, très minces, voire un peu anguleuses. Allez, on va accueillir tout de suite Sandrine qui est avec nous. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Madame, pardon. C'est Sylvie qui est avec nous. Voilà. Sylvie, d'accord. Bonsoir. Alors, moi, quand j'ai entendu Sylvie parler, j'ai entendu un mot qui m'a rappelé certaines choses. C'est le mot paraître. Et moi, ce que je voulais lui dire, c'est qu'il y a toujours le regard de l'autre sur soi. Au début, on est comme ça. On y passe tous. Puis un jour, on a l'estime de soi. Et là, on est. Du verbe être. On est. J'aimerais bien l'avoir, cette estime de moi. Je demande que ça. C'est que j'ai pas la formule magique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais en plus, j'ose pas trop vous le dire parce que... ça fait rien. Mais moi, je suis passée aussi par l'inceste. Et ma foi, je m'en suis sortie, quoi. Miraculeusement. Je vais bien aujourd'hui. Je suis grosse, oui, je suis grosse. C'est peut-être
un problème je sais pas de quoi ça vient, mais je mange pas beaucoup et je suis grosse. Mais bref, c'est pas ça. Moi, je suis bien dans ma peau. Tu sais, excuse-moi, vous savez, j'ai fait un drôle de travail sur moi quand même. Ça paraît inconcevable, mais j'ai réussi à pouvoir discuter avec mon frère. Je lui ai pardonné et en fait, il y a eu un retour de sa part. Et c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Depuis longtemps. Et je peux pas savoir. Non. Alors, au début, je peignais parce que j'étais folle de rage. J'avais toute la haine qui pouvait s'exprimer dans ma peinture, quoi. Et puis un jour, mes parents l'ont su. Et puis là, il n'y a plus rien eu. Il n'y a plus rien. Il y avait plus cette énergie, cette rage. Enfin, pour pardonner, en tout cas, encore faudrait-il que l'autre demande pardon, parce qu'on ne peut pardonner. Moi, je l'ai jamais eu. On peut pardonner et encore la dimension du pardon. Bon, ça c'est une chose, mais il faut encore que l'autre demande pardon, parce que pardonner à quelqu'un qui demande pas qu'on lui pardonne, c'est un petit peu compliqué. Merci beaucoup en tout cas, Sandrine, de votre réaction. Merci, j'ai des mails qui arrivent. Grégory dit Sylvie a besoin de s'approprier son corps, qu'elle comprenne qu'elle ne se réduit pas à son surpoids. Elle maigrira sûrement dès qu'elle ne sera plus obsédée par ce poids, autrui ne la regarde pas, c'est elle qui est son pire juge. Je lui dis donc, aimez-vous, acceptez votre corps qui est beau mais qui a besoin d'être guéri car il a été blessé. Bon courage à elle, je lui conseille de faire un travail analytique. Et puis il y a Rado qui dit pourquoi pas la marche, la danse pour perdre du poids et reprendre possession de votre corps. Bonsoir à vous. Il y a d'autres réactions que nous accueillerons après le journal si vous voulez bien, Sylvie. D'accord, vous restez avec nous. La nuit continue sur Europe 1 et vous pouvez nous rejoindre si vous voulez nous parler de vous en appelant le 39 21. Vous pouvez également nous adresser vos mails puisque ça remarche sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors, nous sommes en compagnie de Sylvie. Sylvie, donc, vous avez un problème de surpoids et qui crée chez vous une véritable souffrance psychologique. C'est vrai que c'est devenu une obsession au point que quand vous rencontrez une personne, même avec qui vous avez une discussion, vous vous demandez avant tout comment cette personne-là se nourrit. Finalement, vous en oubliez même l'objet de la discussion, mais vous focalisez sur la nourriture. Vous dites que vous êtes complètement hypnotisé par le poids. Ça a des répercussions sur votre couple, sur votre vie de famille, puisque vous mangez à part. Bon, derrière tout ça, c'est vrai qu'on en parlait quand même avant le journal. Il y a quand même, après chacun dans son rapport au poids, qu'est-ce que ces kilos parfois peuvent dire de nous, de notre histoire, de notre personnalité. Qu'est-ce que ces kilos qu'on n'arrive pas à perdre, on est dans quelque chose, c'est pas les 2-3 kilos qu'on peut avoir en trop là, c'est quelque chose de plus complexe. Vous nous parliez d'attouchements que vous aviez subis quand vous étiez une petite fille de 9 ans. Alors c'est vrai que je reçois des messages à ce sujet. Il y a Jean-Pierre de Marseille qui dit mais Sylvie ne réalise pas qu'elle est exceptionnelle et qu'elle a tous les atouts de résilience pour sortir de ce carcan.
et c'est vrai, c'est-à-dire quand vous disiez par moment, enfin je vais jamais arriver à m'en sortir. Et c'est vrai que quand on entend même votre voix, le dynamisme de votre voix, vous voyez, il y a Béa du 56 qui dit: c'est mon premier message depuis 4 mois que je vous écoute. Je vous ai découvert depuis que je suis en arrêt de travail, enseignante, un peu perdue dans ma vie. J'ai écouté attentivement déjà le témoignage touchant de cette maman à propos de son fils. Il s'agissait de Mireille, et je voulais souhaiter beaucoup de courage à cette jeune femme à la voix dynamique. Et il s'agit de vous. C'est vrai que vous avez une voix extrêmement dynamique, donc on sent qu'il y a beaucoup de ressources en vous. Donc, disons que ma ressource, c'est vraiment l'avenir de mes enfants. Je cherche quelque chose que moi j'ai un petit peu raté de ce côté-là. Étant petite, mes parents ont loupé des choses, et donc c'est pas un reproche, parce qu'ils ont été des parents exceptionnels, mais bon, voilà, il y a eu des choses qui n'ont pas été vues à ce moment-là. Quand j'en ai parlé à ma maman, elle n'a pas su réagir. Et donc, elle a préféré ne pas faire d'histoire de famille, comme on dit. Et aujourd'hui, elle me demande pardon tous les jours, mais c'est quelque chose qui pèse. Mais alors moi, je me dis, oui, ça pèse. Mais justement, vous avez besoin de vous délester. Sans mauvais jeu de mots, vous avez besoin ça vous encombre. Oui, mais justement, vous, il est important pour vous, voyez, et pour vos enfants, parce que vous êtes dans il y a une telle angoisse, vous avez tellement peur, finalement, il y a tellement peur, vous devez être dans la surprotection, vous. Enfin, dans le côté, voyez, Complètement, mes enfants, ça se voit tous les jours, puisque c'est mon fils, j'ai dû l'emmener chez un pédopsychiatre, puisque c'était très fusionnel avec lui. Oui. Et donc, à ce moment-là, je vous avais appelé il y a 1 an de cela pour en parler, et vous m'aviez conseillé de le faire. Et il était devenu très difficile pour lui et pour moi d'avancer, puisque on était dans la fusion totale. Tous les deux, avec ma fille, elle est beaucoup plus calme, donc ça se passe mieux. Puis à travers elle, parce que je me vois toute petite, elle me ressemble beaucoup physiquement. Mais mon fils, est-ce que c'est parce que c'était un garçon? Est-ce que je me suis dit je veux pas qu'il vive ce que j'ai vécu? Est-ce qu'à travers lui je vois quelque chose de différent? Est-ce que parce que c'est un garçon, je me dis je veux qu'il soit plus sain quand il sera grand? Est-ce que je veux qu'il soit un garçon plus posé, quelqu'un qui ne sera pas des idées malsaines? Souvent, je le harcèle pas, mais souvent je lui dis qu'à l'école, je ne veux pas qu'on touche son zizi, je ne veux pas que quelqu'un d'autre que lui le fasse. Oui, mais vous projetez toutes vos peurs et trop. Parce que autant faire de la prévention, c'est une chose, mais il ne faut pas que ça soit excessif. Là, c'est votre angoisse que vous projetez. Et c'est trop. Alors, c'est pas tout le temps. Heureusement, mais quand même, c'est trop. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des pédophiles partout. Malheureusement, vous en avez rencontré. Non. Malheureusement, c'est que j'ai des idées très négatives des hommes. Oui, mais justement, Sylvie, c'est de tout ça dont il faut parler. Parce que, vous voyez, quand vous dites que vous voulez, justement, tout aujourd'hui, c'est pour vos enfants, il est important pour vous, mais aussi pour vos enfants, de ne pas leur faire porter toutes vos angoisses et toutes vos idées négatives des hommes. Justement, aussi bien par rapport à votre petit garçon que pour votre petite fille. Qui puissent aller vers un avenir un peu, qui puissent se construire leur propre image et être un peu confiants. Là, vous avez tellement de peurs, vous êtes bardés de tellement de peurs que vous les transmettez. Donc, c'est rien que pour ça, il est important de continuer un travail. Alors, vous aviez peur d'être seule par rapport à votre obsession. Mais il y a des personnes qui écrivent, qui disent « Je vous rassure, vous n'êtes pas seule dans ce cas. Depuis ma grossesse, où je précise, j'ai pris 50 kilos suite à beaucoup de problèmes. Je supporte plus la nourriture et me rends malade dès que je mange autre chose, autre que des protéines. » Et puis, il y a aussi un message qui disait, c'est Nadette qui dit « Non, vous n'êtes pas seule. Cette obsession révèle chez vous quelque chose de bien plus profond. Vous devez trouver un thérapeute qui pourra vous aider
inciter à travailler sur vos émotions. Vos problèmes de poids ne sont que des symptômes de quelque chose enfoui au fond de vous. Je vous conseille un ouvrage, Nestor, la bouffe et moi, de Dominique Buffet. Acceptez de traiter votre passé, acceptez de vous aimer et cessez de vous autodétruire en vous punissant ainsi. Vous ne lâcherez seulement prise que lorsque vous aurez réglé vos comptes avec cette petite fille qui sommeille en vous et qui doit être consolée autrement qu'avec la nourriture. Bon courage. On va... C'est vrai que je rebondis par rapport à la dame qui met qu'elle prend que des protéines. Et c'est vrai que je suis un peu dans ce cas-là. Je me dis tous les jours lors de mes repas, je me dis bon bah ça c'est des protéines, c'est bon. Voilà, ça c'est faux, ça parce qu'il y a un peu de mayonnaise, c'est pas bon. Voilà, j'en suis devenue complètement. C'est devenu terrible. Oui, quoi. Une obsession. On va accueillir Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Moi aussi, chez moi, il n'y a pas du tout de mayonnaise, il n'y a rien de tout ça, quoi. Et moi, bon, mon problème de poids, c'est que c'est pas exactement la même chose, c'est vrai, mais je trouve qu'au niveau médical, les médecins, c'est vrai, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche, quoi. Hein. On se rend pas compte de la souffrance qu'on supporte au quotidien, quoi. Hein. C'est une obsession vraiment, quoi. Hein. Moi, j'ai pas de friteuse, je mange pas de friture, je mange pas de gâteau, je mange pas de sauce, je mange pas de charcuterie, Voilà. rien de tout ça, quoi. Hein. Et bon, à force, je peux pas dire que j'en ai vraiment envie. Parce que j'ai perdu l'habitude de le manger, puis bon... on a perdu goût au plaisir aussi. Voilà, j'ai même pas faim. J'ai même pas faim. Finalement, moins on mange, moins on a faim. Hein. Voilà, mais quand je vais faire mes courses... Mais finalement, vous avez pas de problème, vous n'êtes pas ronde. J'ai pardon. Vous n'êtes pas ronde, vous, alors? Moi, je suis en surpoids, quand même. Ah bon? Oui, je suis en surpoids. Je fais actuellement 1m66 et je suis à 76 kilos, là. Mais pourtant, vous mangez rien de gras? Ah non, justement, je mange rien de gras. Et là, comment vous faites? Je suis suivie par une Vous avez un problème de... Oui, c'est ça, il y a un problème de thyroïde, je sais qu'à un moment, j'avais de l'hypothyroïdie. Je sais que j'avais un excès de progestérone qu'un médecin m'avait demandé de faire comme prise de sang, et puis je sais pas pourquoi il m'a dit il faut pas rester comme ça, il faut aller voir un endocrino ou un gynéco, donc c'est ce que j'avais fait, et à chaque fois je me suis fait jeter en disant que qui c'est qui a eu l'idée de vous prescrire ça, on le fait jamais, puis voilà quoi, puis ça s'arrête là. Parce que vous n'êtes pas tombé sur le bon médecin, mais parce que en général, vous pouvez très bien rencontrer quand même un médecin qui se montre à votre écoute et compréhensif pour essayer de comprendre pourquoi, malgré la nourriture que vous prenez, vous prenez du poids alors que vous mangez plutôt. Moi, ce que j'avais entendu dire par rapport à ça, par rapport à moi, donc, c'est que le corps faisait ses réserves parce qu'il n'avait pas justement assez pour lui, donc il faisait ses réserves et d'où le fait qu'on ne perde pas. Oui, c'est vrai aussi. Il stocke. Il est bien fait. C'est bien fait, oui. Ce que j'ai fait, c'était, vous savez, enfin, je pense que, je sais pas, vous avez peut-être connu, moi, à un moment donné, quand je vois que je suis pas du tout aidé par les médecins, j'entreprends des régimes que je trouve dans des magazines, je sais pas si je dois le citer, un célèbre... En mesure de régime, je crois que j'ai tout essayé, donc... on peut le dire, son nom. Qui? Ducamp. Ah oui, il y a tout, il y a du camp, c'est un bon business, il y a tout ça, on a tout essayé. Oui, mais ça, vous allez, de toute façon, si vous voulez prendre du poids, faites des régimes, quoi. Enchaînez les régimes. On le sait maintenant, c'est la meilleure façon de prendre du poids, parce qu'à un moment, effectivement, vous allez vous privez-vous, et puis vous allez reprendre, parce qu'effectivement, l'organisme va stocker tout dans les cellules graisseuses. Dans ce cas-là, pour éviter de consulter ces gens-là, il faudrait au moins que les médecins il y a des médecins qui vous écoutent, à l'écoute et nous aident. Allez voir un médecin nutritionniste, allez voir dans les hôpitaux, il y a quand même de très bons
aller voir dans des consultations, aller voir un médecin nutritionniste. Il y a quand même des médecins qui sont bien à l'écoute. Hein. Écoutez, moi, et qu'on voit un peu moins dans les médias et qui sont un peu moins, côté business, quoi. Quand je vois la télévision, peu plus sérieux. Je vois toujours des médecins qui ont l'air d'être super. Oui, mais justement, c'est pas. C'est pas forcément les plus super, justement. C'est pas forcément les plus sérieux. Parce qu'en fait, il y en a qu'on voit pas, vous voyez, qui sont dans les hôpitaux et qui font du très bon boulot. Oui. Moi, je pense qu'il faut avant tout. Je sais pas. Il y a Sergio qui dit si tonton mayonnaise vous entendez. Non, mais je pense qu'il faut avant tout apprendre à apprendre. Je dis bien apprendre parce que c'est pas facile. C'est prendre plaisir à manger. Mais bien sûr, tout est là. Tout est là. Un bon œuf mayonnaise, il n'y a rien de tel, hein, c'est très bon. Hein. Bah ouais, mais moi, rien qu'à l'idée de me dire que tout est dans la quantité. Vous mangez un œuf mayo, après vous mangez, je sais pas, un peu. Et il faut retrouver du plaisir dans l'assiette. Parce que l'assiette, ça doit être du plaisir. Vous voyez, il faut qu'il y ait de la saveur, il faut qu'il y ait du goût. Si vous vous dites, tiens, je suis en train d'ingurgiter tant de calories, mais c'est mort, il faut laisser tomber. Oui, c'est ce que je trouve qui se passe un petit peu moi avec la mienne. Voilà. C'est plus la vie, quoi. C'est plus la vie. L'assiette, ça doit être du plaisir et du goût, de l'émotion, de la sensation. J'ai l'impression, vous voyez, écoutez Petit Renaud là. Les invitations aujourd'hui, j'en suis heureuse. Oui, mais c'est ça, c'est le partage, c'est bon. Voilà, sinon. Dès que j'ai du monde, vous mangez les bâtonnets de surimi de Ducamp, et les bâtonnets de surimi de Ducamp, c'est dégueulasse, pardonnez-moi l'expression. Alors lui, il vous dit, allez-y, avec ça, vous n'allez pas grossir. Vous savez comment c'est fait, les bâtonnets de surimi ? Oui. Mais c'est honteux de prescrire ça. Ouais. Bon, alors, franchement... Mais moi, au début, j'ai suivi à la lettre la période d'attaque, etc., tout ça, et c'est vrai que j'ai... Et en plus, on a une haleine de fennec quand on mange que des trucs de protéines. Alors avec ça, c'est sûr, il vaut mieux rester toute seule. Hein. Oui, mais on a un résultat assez rapide quand même. Ça, on a un résultat rapide, mais c'est sûr que vous risquez pas, vous rencontrerez pas d'amoureux parce que vous avez vraiment une haleine de chacal. Non, puis on reprend après. Donc mais là, le but, c'était de perdre du poids. Après, ça, vous perdez du poids, d'accord, mais bon, il n'y avait personne à 2 km à la ronde. Ouais. Et donc, puis on reprend plus encore après, alors. Écoutez, moi, donc, j'avais perdu 9 kilos en 2 mois. C'est beaucoup. Et puis, il le disait que dans son bouquin, là, qu'il fallait continuer la période de croisière jusqu'à temps que on obtienne son poids idéal. Et moi, 6 mois plus tard, j'étais toujours au même point. Et il faut le dire, là. Je bougeais pas, il n'y avait pas moyen, quoi. Donc, allez voir plutôt un bon nutritionniste et faites le point, voilà. J'ai arrêté, je me suis vengée sur le chocolat. Voilà. Mais c'est au bout d'un moment, on n'en peut plus. C'est le problème. Bien sûr, c'est le problème. Allez, on va accueillir également, vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez, Michel, on va accueillir également Samy. Bonsoir Samy. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir et merci pour vos émissions. Je vous en prie. Oui. Tout d'abord, j'adhère, vous disiez une chose très pertinente en fait, les régimes sont la meilleure manière de prendre du poids. J'adhère à 100%. Et donc, je tenais à intervenir. Bonsoir Sylvie. Et Michel. Bonsoir, je me souviens plus de... Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir. Donc, moi-même, j'étais confronté à un problème de surpoids qui m'omnibulait. Et un peu comme Sylvie, je pensais qu'à ça. Et puis d'ailleurs, même aujourd'hui, c'est encore... même si c'est réglé... C'est pas moi seule, du coup, oui. Oui, non, je vous rassure. Je pense que les personnes en surpoids, je ne peux pas généraliser, mais on a en partie cette caractéristique commune de faire des fixations sur le poids. Et en effet, comment qu'on nous voit, et puis même pour nous, on s'aime plus, tout simplement. On n'aime plus... on s'aime plus. Et moi, pour aller à l'essentiel, lorsque j'en ai pris conscience, c'est quand je me suis vue dans une glace. Parce que, voilà, quoi, j'ai l'avantage de ne pas avoir de miroir chez moi. Et donc, dans un magasin, à une occasion, je me suis vue, et en effet, j'ai refusé ce que j'étais, quoi.
Et, donc une prise de conscience radicale. Je ne sais pas si, Caroline, on peut appeler ça un choc émotionnel, mais ça a été imminent, en fait. Ma décision de perdre du poids était imminente. Donc j'ai pas entamé de régime, hein, parce que je considère que voilà, ça devrait être interdit. Mentir aux gens et puis leur faire croire qu'on perd. Et puis comme Caroline a dit, hein, on perd 5 kilos pour en prendre 20. Quoi, hein. Donc merci le régime. Quoi. Et moi pour ma part, j'ai changé d'alimentation. J'ai changé ma manière de m'alimenter. Et c'est une alimentation que j'ai gardée à ce jour. Hein. Mon souci a été réglé il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait alors ? Ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai de la chance, Caroline, de travailler dans le domaine médical justement. Oui. Et donc j'ai pu demander des conseils à la diététicienne du service de l'hôpital. Oui. Et je me suis constitué des plats. Voilà, hein, je considère qu'il ne faut pas sortir de sa cire pour savoir faire des plats plus ou moins, on va dire, équilibrés. Donc avec une viande, avec des légumes, avec ce qu'il faut pour avoir un repas. Et puis je me servais aussi des repas des patients, hein, en regardant leur carte, comment que c'était fait. Oui. Et puis chez moi, en fait, je me suis mis à cuisiner. C'est aussi une activité que je ne connaissais pas auparavant, hein. Parce que voilà, la pizza c'était beaucoup plus facile. Ah ben oui, forcément. Et oui, hein, la pizza et j'en passe quoi. Hein. Et donc du coup, j'ai aussi décidé de faire du sport et j'ai surtout décidé de plus penser au regard que les autres pouvaient porter sur moi, mais j'ai décidé d'agir pour moi-même parce que cette image-là, je pense qu'elle me dérangeait aussi. Et pas seulement par rapport à l'autre, parce que quand on n'a pas un physique en surpoids à la base, et puis qu'on le devient, parce que voilà, la force des choses, la vie, et on a du mal aussi à l'accepter. Et donc, j'ai pris mon temps, je me suis pas mis de pression, je me suis pas dit qu'il fallait perdre, en 5 jours, 14 kilos. J'ai fait ça dans le temps. Et en environ 6-7 mois, je me souviens plus trop, j'ai perdu pas loin de 16 kilos, avec une activité sportive régulière. Ça pour pouvoir, hein. Comment ? 16 kilos en 6-7 mois. Oui, c'est bien, hein, oui. C'était assez rapide. C'était assez rapide. Et puis ensuite, on est dans un rythme, je suis devenu, entre guillemets, un sportif. J'en faisais pas du tout, du sport avant, mis à part de la marche, parce que dans les hôpitaux, on marche beaucoup. Et par rapport à ça aussi... Et qu'est-ce que vous vous êtes mis à faire, alors ? Je me suis mis à faire du vélo. Ah oui. J'ai investi dans un vélo d'appartement. Oui. Et le comble, en fait, c'est que, quand je te racontais au début d'émission, donc, en début d'intervention, que la prise de conscience, c'est que ce jour-là, j'allais acheter une armoire. Parce que j'avais pas d'armoire chez moi. Oui. Et voilà, donc j'avais pas de vitre, mis à part... j'avais pas de glace pour me voir, quoi. Oui. Et en sortant donc du magasin, en entrant dans le magasin, je me suis vu et du coup j'ai décidé de ne pas acheter d'armoire, surtout pas, et d'acheter un vélo. Les guidons peuvent servir pour accrocher les vêtements. Voilà. Et d'ailleurs là, il y a ma veste de jogging qui est sur le guidon. Mais bon, entre temps, je vous rassure, j'ai pu acheter une armoire. Bon, c'est bien. Voilà. En tout cas, le message que je voulais passer, c'était qu'il fallait agir. C'est sûr que c'est facile de le dire. Et aussi, j'ai pas le vécu de Sylvie. Les problèmes qu'elle a pu connaître dans sa vie. Donc, il faut aussi en tenir compte. Oui, bien sûr. Chacun a son tracé. Il y a un langage, il y a quelque chose qui s'exprime de cette façon-là. Oui. Et aujourd'hui, je me sens... Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible non plus, quand il y a aussi... Enfin, vous voyez, que pour Sylvie, il n'y a pas quelque chose qui peut se débloquer aussi. Que, même si c'est une protection pour vous, Sylvie, qu'il n'y a pas quelque chose... Le corps exprime aussi, le corps exprime un vécu. Notre corps garde en lui... Le corps a une mémoire de tout ce qu'il vit depuis notre naissance et même de notre vie intra-utérine.
cuisine. Donc il a une mémoire, il a quelque chose imprimé en lui du bien-être, comme du plaisir, comme des traumas. Donc évidemment, c'est pour ça aussi qu'il faut en prendre soin après et comprendre ce qu'il nous adresse, au lieu de parfois le malmener. Et certains le malmènent soit en le priver de nourriture. Le priver de nourriture, c'est le malmener son corps. Ben oui. C'est lui faire. On n'a pas besoin. Il faut pas le punir. Il faut pas se punir. Donc il faut comprendre aussi ce qu'il a à nous dire. Il faut en prendre soin finalement. C'est comme c'est notre maison. Enfin, je veux dire, c'est notre enveloppe. C'est vital. Mais je pense sincèrement qu'aussi ce qui fait beaucoup de mal dans nos vies à tous aujourd'hui, c'est beaucoup de prévention, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, d'entendre ça toute la journée, d'entendre tout ce qu'on entend sur les pertes de poids, tous les reportages qui sont faits sur soit l'anorexie, soit les surpoids, soit l'obésité. C'est des choses auxquelles on rajoute tous les jours un petit peu plus aux gens. Donc c'est un petit peu un lavage de cerveau aussi. Donc au moment où je vais pas y penser, il va y avoir manger 5 fois par jour des légumes machin. Et moi, non, mais si on est trop hygiéniste aussi, enfin je veux dire être trop dans le côté, on peut le malmener aussi en faisant trop de sport, en le privant de tout, plaisir, ceux qui sont des ascètes là il le malmène aussi. Je suis désolée, il faut aussi il faut aussi pouvoir être à l'écoute. Il s'agit pas d'aller faire je sais pas un jogging ou du vélo en plein soleil. Oui, il faut pas être un forcené quoi, pour garder un corps super jeune ou je ne sais quoi, ou hyper musclé. Enfin bon, moi c'est pour ça que j'aime bien votre témoignage, Samy, parce que à un moment vous vous êtes dit bon stop, mais on sent qu'il y a quand même du bien-être et du plaisir, que vous vous sentez bien et plus en harmonie avec vous-même. Voilà. Complètement. Et puis la merde. Et que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas donneur de leçons quoi. C'est votre vécu, vous en témoignez. Point barre. On peut pas donner de leçons compte tenu du fait qu'on ait chacun une vie, on a chacun un vécu, donc je me permettrai même pas. Bon, alors actuellement vous regardez le Tour de France sur votre vélo d'appartement, vous avez le paysage comme ça en arrière-plan. Malheureusement, non, je regarde pas trop la télé parce que Sergio il dit c'est quand même chiant le vélo d'appartement, on pédale comme un forcené, mais le paysage reste le même. Je berne en fait mes amis, donc ce que je fais c'est que je les appelle, je pédale, on discute et à la fin je leur dis que j'ai fait 40 minutes. Ah mais là c'est pas mal. Là il faut une très grande motivation. Voilà, et ça leur fait plaisir en même temps aussi parce qu'on peut discuter et puis mais juste une dernière chose, je voudrais rajouter. Allez-y. Ce que vous disiez, c'était tout à fait vrai, qu'il fallait pas maltraiter son corps et surtout pas se priver et surtout pas sauter des repas, parce que ça c'est une chose. C'est pas bon. Au contraire, je ne prenais jamais de petit déjeuner. Oui. J'ai 36 ans. J'ai aussi longtemps que je m'en souvienne, je ne prenais pas de petit déjeuner. Depuis que j'ai changé mon alimentation, et je dirais pas fait un régime parce que je n'ai pas fait de régime, c'est une alimentation que je compte garder parce qu'elle me convient et qu'elle est saine aussi. Voilà, et donc je sais plus ce que je voulais dire. Eh ben je sais pas. Vous voulez pas, ça va revenir le temps qu'on accueille Marisa. Vous voulez pas en attendant coacher, vous pourriez coacher Sylvie et Michel peut-être. Vous pourriez être coach. Avec plaisir. Allez, on va accueillir Marisa. Bonsoir Marisa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Sylvie, bonsoir Samy, bonsoir Caroline surtout. Bonsoir. Enfin tout le monde, voilà. Oui, je suis contente d'arriver dans un moment où tout le monde a l'air épanoui. Il parle de choses qui lui conviennent et de recettes qui marchent. J'ai vraiment envie de me mettre à l'unisson, de dire à Sylvie que quand j'ai écouté son témoignage tout à l'heure, j'ai eu envie d'aller rechercher un bout de citation d'une dame qui s'appelle Alice Miller. Ah oui. Ah oui, magnifique. Qui a écrit beaucoup de choses, qui est morte l'année dernière, je crois. Oui.
elle était assez méconnue, je trouve. C'est vrai, parce qu'elle a fait trop des par choses rapport à ce qu'elle a fait. extraordinaires, oui. Et c'est elle qui a vraiment reconnu qu'on était tous, mais vraiment tous, les gros, les maigres, les tout ce qu'on veut, les jeunes, les vieux, tous on avait subi au moins de la violence éducative, même ordinaire. Et alors, pour ceux qui ont subi la violence incompréhensible de l'inceste ou j'en vois pas d'autres, si la torture peut-être, parce que c'est vraiment de la violence insensée, on peut comprendre que ce soit très difficile de s'en sortir, mais on peut s'en sortir. Et donc Alice Miller disait, alors j'ai une petite citation: sauver notre vie, c'est une forme de devoir que nous avons chacune à l'égard de nous-mêmes. Bon, ça c'est d'accord. Plutôt que de nous enfermer dans la dépression ou plus fréquemment encore dans l'automystification et le déni des souffrances qui nous ont été infligées durant notre enfance, il nous appartient de chercher à nous en sortir en comprenant quels sont nos vrais besoins. Et alors, elle donne, pour elle, les vrais besoins, c'est accepter de se confier à non, ça c'est pas un besoin. Accepter de se confier à un témoin. Je lis ma citation. Oui. Et après, accepter de se confier à un témoin empathique, apprendre à aimer l'enfant que l'on fut, lever le refoulement et vivre ses émotions enfouies, comme la peur, l'indignation, la honte, la colère. Tel est le chemin par lequel passe la véritable liberté intérieure. Et croyez-moi, c'est pas qu'une citation, ni pour moi, ni pour mes filles. Et si vous n'avez pas choisi n'importe quelle citation. Ce soir, c'est bien parce que le papier a servi encore récemment à aider ma fille à se sortir d'une dépression où elle était tombée. Elle, c'était de l'anorexie suite à de l'obésité. Moi aussi, j'ai connu l'obésité, j'ai même connu la goutte, enfin tout un tas d'états du corps très, très extrêmes. Il y a un livre qui est d'elle qui est formidable, qui est un des plus connus, qui s'appelle C'est pour ton bien. Voilà, C'est pour ton bien, oui, qui est génial. Il y a un livre sur de la pédagogie noire. Il y a un livre qui est bien aussi, c'est Aime-toi et la vie t'aimera. Oui. Oui. Alors effectivement, il faut citer l'auteur, c'est Catherine Ben Saïd, je crois. C'est ça. Je crois que c'est Catherine Ben Saïd, enfin quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, je l'avais lu en son temps. Il est très bien. Mais Alice Miller va beaucoup plus loin. Oui. Plus loin. Elle a d'ailleurs été méconnue à cause de ça, parce qu'elle va très loin. Oui, elle va très loin. Elle va très loin, mais c'est très. Enfin, je veux dire, c'est justement dans le c'est pour ton bien, c'est ce qu'on dit souvent aux enfants. Mais si je fais ça, c'est pour ton bien, et c'est en fait toutes les racines de la violence dans l'éducation. Et elle parle justement de la pédagogie noire, c'est-à-dire au fond de la violence qu'il y a dans une certaine forme d'éducation. Non, parce que c'est intrinsèque. On me dit on a toujours fait comme ça. Pourquoi moi j'ai été éduquée comme ça? Pourquoi je ne transmettrai pas? Pourquoi j'éduquerai pas moi-même mes enfants? On ne s'interroge pas forcément sur j'allais dire le bien fondé, justement. Non, sur pourquoi on éduque les enfants, ou justement c'est même plus de l'éducation. Parfois ça s'apparente plus à du dressage qu'à de l'éducation des enfants. Donc, il y avait, ma psychologue m'a dit, les 10 premières années de notre enfance sont la base de toute une vie derrière. Tout est basé sur ces 10 premières années, et elle m'a bien fait comprendre que c'est à partir de ce mur-là que l'on peut bien ou mal se construire. Que quand on a une vie toutes les 10 premières années. Ouais, enfin, le bas de l'échelle, entre parenthèses, que c'est là si le mur tient ou pas après. Alors, en tout cas, c'est bien Catherine Ben Saïd, Aime-toi, la vie t'aimera, et c'est pour ton bien. Donc, c'est aux éditions Pocket, c'est Alice Miller. Et puis côté régime, je peux. Moi, je vais bien, et j'ai permis à pas mal
de gens d'aller bien, mais ça c'est personnel, mais quand même ça vraiment, c'est le régime du docteur Seignalé, c'est pas un régime d'ailleurs, ça s'appelle l'alimentation ou la troisième médecine. Ah oui, Marc Menant en parlait dans ses émissions, et je me souviens. ça permet pas mal en fait, ça rééquilibre, c'est le régime ancestral, quoi. On mange un petit peu comme a fait Samy, quoi, à l'intuition, au feeling, ce qu'on aime déjà, et puis on évite un peu il faudrait manger de tout et en petite quantité, quoi, en fait, finalement. Tout un peu, comme disait mon grand-père, oui, il disait ça. Et de tout un peu, il disait. De tout un peu, voilà. Le plus dur, c'est de manger sans culpabiliser. Malheureusement, c'est ce qui est trop dur aujourd'hui. Voilà. Il faut qu'on... Et puis, comment dire, comme il y a des contraintes dues au fait que les produits sont très industrialisés maintenant, comme le pain et le lait, qui sont pourtant notre base normalement, et qu'on est obligé justement d'innover, de chercher d'autres farines, des trucs. On se prend en main plus pour chercher sa nourriture. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va y passer beaucoup de temps, mais une fois qu'on a trouvé des produits, qui nous conviennent, je crois que voilà, quoi, il faut être son propre médecin. Donc, ça signifie qu'il faut vraiment se mettre à s'aimer. Alors c'est ce que dit Laoli, il est important pour vous, Sylvie, de réparer votre blessure intérieure et quand vous pourrez consoler cette petite fille, votre obsession pour la nourriture pourra elle aussi évoluer. Et puis il y a Sergio qui dit, dites-moi Samy, vous savez qu'il est interdit de téléphoner en conduisant, même en vélo d'appartement. Et puis First Lisa qui dit, ah oui c'est malin, maintenant à force de parler nourriture. First Lisa elle nous dit, oui moi j'ai faim maintenant à minuit 40 là, voilà. Donc alors moi pour mon petit déjeuner je me fais des crêpes au sarrasin au blé noir avec du miel et de la purée de sésame et c'est absolument un délice. Ah mais ça va pas arranger la petite First Lisa. Non, c'est pas dans le menu. Nos amis vont se ruer dans les réfrigérateurs, je sens. Délicieux. C'est comme ça. Vous voyez, moi, mon petit déjeuner de la nutritionniste. Je vais juste, excusez-moi, je vais juste devoir dormir parce que j'ai un poste du matin à assurer demain. Mais nous, de toute façon, on va se quitter aussi. Et il y a Sylvain qui dit, vous savez, bon, je peux pas soigner les causes des maux de Sylvie, mais j'aime les femmes généreuses, dit Sylvain, aux formes généreuses. Voilà, ça peut vous consoler un peu. C'est agréable à entendre. C'est quand même agréable. Allez. Est-ce que j'aurais pu évoquer justement moi mon problème de poids qui a démarré par... On va devoir conclure là parce que j'ai pas du tout passé de musique. Il faut qu'on conclue. Voilà, prenez soin de vous quand même. Et j'étais ravie de ce débat avec vous tous. Merci beaucoup. C'était important pour. Au revoir. Au revoir. C'était important pour moi de pouvoir dire dans les conditions j'avais pris ces kilos. Mais bon. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Robert Francis, Haïtine. Et puis, alors je voulais dire à Michel qui est en ligne là, avec Valentin que on doit accueillir la Leïla qui est en ligne au standard depuis au moins 3/4 d'heure, me dit-on. Donc, priorité là à ceux qui étaient déjà en ligne avec nous, qui attendaient depuis un grand moment, à qui on avait promis qu'ils devaient passer. Donc, une prochaine fois, avec plaisir. Là, ce soir, vous aviez dit que vous souhaitiez réagir au témoignage de Sylvie. Mais une prochaine fois, bien sûr, vous pourrez nous parler de vous et développer davantage. Bonsoir, Leïla. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, c'était pour parler comme par hasard, parce que je savais pas qu'on allait parler de surpoids aujourd'hui. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc alors moi, je suis une petite fille qui est en surpoids. Mais je suis pas grosse. Tout d'abord, surpoids, ça veut pas dire... Quel âge as-tu quand tu dis petite fille? 11 ans et demi. 11 ans et demi, d'accord. Oui. Parce qu'on m'a parlé de ton message sur le répondeur, disant... et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait pas abordé... Et tu es déjà encore debout à cette heure-ci? Oui, si j'avais su, je t'aurais fait passer plus tôt.
En général, je suis l'émission avec ma grand-mère. Puis comme aujourd'hui, il y a mes parents qui sont revenus. Donc il y a toute la petite famille derrière. Ah, tu écoutes l'émission avec ta grand-mère? Oui. En fait, elle m'a fait découvrir il y a à peu près 6 mois. D'accord. Tu vis avec ta grand-mère? Non, je vis pas avec ma grand-mère. En fait, c'est les vacances. Donc je suis allée à Nice et mes parents étaient allés pour des affaires ailleurs. Voilà. D'accord. Et moi, je voulais parler d'une histoire qui m'est arrivée vendredi, il y a 2 semaines, vendredi. Tu as un kit main libre? Tu as un haut-parleur? Tu as quelque chose? Parce que je t'entends. Ouais, j'ai un haut-parleur. Tu peux enlever le haut-parleur, s'il te plaît, Leïla? Non, mais je n'ai pas le haut-parleur. Hein. Je peux baisser le volume? Je sais pas, oui, parce que j'entends pas très très bien. J'ai l'impression comme s'il y avait un kit main libre ou quelque chose comme ça. Ah oui, non, mais il y a... ils jouent. Enfin, il y a les 2 enfants qui jouent derrière. Donc... Ah non, c'est pas les enfants que j'entends, c'est le son qui est pas très bon. Oui, donc on a entendu, tu avais laissé un message sur le répondeur, et puis tu voulais dire que tu te faisais embêter au collège. Voilà. En fait, c'est plutôt une bande qui donc est une sorte de bande populaire, on va dire, qui vraiment met à leur âge, à 12 ans, des petits copains, des petites copines, enfin vraiment c'est n'importe quoi. Ils se prennent vraiment pour des très grands. Donc un jour, j'étais à la table avec des amis et puis nous, on les déteste parce qu'on a tous eu une histoire avec eux. Et donc, ils sont venus et puis ils sont arrivés. Bon, bien sûr, j'ai des formes. Ils n'ont pas raté une occasion de se moquer de moi. Ils ont commencé à me faire des vannes par-ci, par-là. J'ai ignoré et puis on me disait que je ne défendais pas. Mais en fait, j'ignorais. Pour moi, il n'existe pas. Puis après, j'ai voulu passer avec mon plateau et j'ai demandé à un qui était censé être le plus gentil de se pousser. Et bon, il ne voulait pas se pousser. Et ils ont multiplié les vannes. Et du coup, moi, à un moment, normalement, je veux dire ça, je suis une personne qui est un peu forte. Donc, en fait, j'ignore tout. Enfin, ça me fait pas de mal. Mais cette fois, en fait, le fait de multiplier, ça m'a tellement fait mal que je suis partie dans un coin, je me suis cachée. En général, je n'aime pas qu'on me voit pleurer, mais vraiment, c'est très grave pour moi quand je pleure. Et donc, du coup, ça m'a fait de la peine. Parce que, en fait, il y a des fois, on va dire qu'ils essayent d'enlever la confiance en soi aux autres. Et moi, ça marche pas avec moi. Puis, donc, ils ont essayé d'être plus méchants. Et puis, ils savaient pas que ça avait marché parce qu'en fait, je suis partie dans un coin un petit peu pleurer. Oui, ils ont pas vu que tu avais pleuré. Voilà, et donc j'ai vu la petite Alice. Enfin, la petite... qui... la jeune fille, oui, Alice. Ouais. Qui avait appelé. Ouais, qui faisait des cicatrices, qui se clarifiait. Oui. Et du coup, moi, ça m'a fait énormément de peine parce que je me dis, moi, je peux me défendre, mais elle peut, à un moment, elle était tellement sensible qu'elle s'est mise à faire ça. Et puis, donc, du coup, moi, ça m'a fait énormément de peine. Et malgré ça, j'ai compris cette petite parce que je sais ce qu'elle vit. Et qu'en fait, elle est sensible avec l'adoption et tout. Enfin, je sais pas, mais ça... Oui, elle n'a pas la même histoire. Elle n'a pas la même histoire que toi. Et ça touchait à son histoire d'adoption. Oui, où finalement... Oui. Mais toi, quand tu dis, là, tu étais avec tes amis, avec ta bande à toi, quand ils t'ont attaqué. La bande mes 2 meilleurs amis. En fait, moi, je suis une fille. J'ai des copains, mais je suis une fille qui reste discrète. Je préfère les gens discrets, tout simplement. Je reste avec ma meilleure amie et une autre copine, c'est tout. Alors que la bande que tu dis populaire, alors populaire pour ceux qui ne sauraient pas, hein, c'est quand on dit populaire, tu peux expliquer, c'est justement ceux qui sont très... Qui se prennent pour le centre du collège ou bien du lycée, ça dépend, qui grandissent avant l'âge. Et voilà. Et donc, il y en a au moins, je sais pas, 20. Il y a 10 filles, les filles ça va, mais les garçons encore quand je vais voir chez ma maman et que je lui dis écoute, regarde ce qu'ils m'ont fait, et elle me dit c'est des garçons ou c'est des filles. Après je lui dis c'est des garçons, elle me dit c'est normal, mais à la fin c'est normal, ça tue quoi. Et donc du coup pour moi c'était plus du tout normal et ça m'a tellement blessée que j'ai vraiment explosé en sanglots. Et puis, je les sentais pas quoi au début de l'année. Avant qu'ils me fassent ça, je les sentais pas du tout. Ils disaient non mais venez, on doit pas se mettre à côté d'eux et tout. Et en fait, je les évitais et du coup, je
pourrissais vraiment la vie de mes amis sans faire exprès. Mais en fait, je les déteste. Oui, mais parce qu'ils misent tout sur l'apparence à ce moment-là. C'est aussi. Oui, voilà, on va dire que c'est ça. Il faut avoir. Le dernier vêtement à la mode, la coupe de cheveux comme ça, enfin c'est ça, il y a que à ce moment-là l'apparence qui compte. Donc voilà, et puis en plus j'ai un petit truc, c'est que bon, on va dire que je suis une intello, que je travaille très bien à l'école et que donc du coup ça, pour eux être intello, voilà, faut être un élève qui fait le titre en classe, qui s'habille bien et puis voilà, après on devient tout de suite populaire. Mais moi je vous dis tout de suite, je préfère m'habiller avec un truc à la mode et être intelligente et me faire critiquer, être en surpoids, que franchement être comme eux parce qu'ils me dégoûtent. Je sais pas comment le dire. Oui. Quoi, comment dire? Je sais pas comment dire. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que bon, tu as d'autres, tu partages pas ton truc dans la vie, c'est pas simplement être tu veux pas à tout prix pour plaire aux autres, avoir le bon vêtement de marque, la bonne coupe de cheveux, le maquillage qu'il faut, simplement être pour plaire, à tout prix, être à tout prix semblable aux autres. C'est-à-dire que finalement, tu as une personnalité plus affirmée, parce qu'à ce moment-là, pour être effectivement populaire, pour reprendre l'expression qui est très en vogue actuellement chez vous, non mais c'est ça, actuellement c'est l'expression des jeunes, hein. Il y a ceux qui sont populaires et les autres, là, les bolosses, ceux qui ne le sont pas. Bon, voilà, exactement, ils nous traitent de ça toute la journée. Bon, oui, mais bon, c'est finalement, alors, tu m'as l'air, tu dis un télo, pour autant, en étant vive et en ayant quand même de l'humour, et ça veut pas dire être un télo, c'est-à-dire que tu privilégies aussi, pas simplement le paraître, mais comme tu dis, d'autres valeurs qui sont l'intelligence, développer la curiosité, l'esprit d'ouverture aux autres, et pas simplement d'avoir le bon look pour pouvoir plaire et finalement se conformer, être conforme aux autres. Mais ça évoluera. Le collège, c'est un âge un peu difficile où tout le monde se cherche et où finalement il faut ressembler aux autres à tout prix. Donc il y a des bandes comme ça qui se forment et ça change avec le lycée parce que les gens osent un petit peu plus s'affirmer, alors qu'au collège, tout le monde veut ressembler à l'autre. Oui, c'est clair, mais après, je vais pas vous cacher, j'adore tout ce qui est à la mode. C'est pas pour eux que je le fais, mais c'est vraiment que mais tu as raison d'aimer aussi. T'as le droit d'aimer la mode sans pour autant vouloir critiquer, dire que ceux qui ont d'autres goûts que toi, ce sont des nazes ou des bolosses, comme vous dites. Voilà. Oui, non, mais il y a un commentaire qui m'a choquée sur Facebook parce que j'étais en train de regarder une page. Et puis, il y avait une petite fille qui pleurait et puis deux filles qui se moquaient d'elle. Et puis, en bas, c'était écrit « Si t'es pas contre la discrimination, aime ». Et mais du coup, en bas, il y avait une autre page qui était vraiment une page, mais de petite pète, quoi. Donc, c'était une fille qui disait « Non, mais j'ai toujours été populaire, la fille riche et tout ». Donc, elle a mis tous les adjectifs pour être populaire. Et elle a dit oui, non, mais moi, c'est la loi de la jungle, c'est la loi de la nature, ça me dérange pas. Et je trouvais ça dégoûtant parce que la loi de la nature, normalement, moi, je trouve que c'est comme tout le monde, c'est pas d'être un mieux que l'autre et un bolos, quoi. Je sais pas si dans la loi de la nature il y a chez les fauves ou les gazelles il y a un populaire et un bolos, c'est-à-dire il y en a un qui effectivement il faut apprendre, il y a les plus forts, les plus faibles, et justement dans la vie en société les plus forts doivent pas dévorer tout cru les plus faibles. Donc tu as raison, et c'est très bien que ça te révolte, Leïla, de dire que non, c'est pas la loi de la jungle, parce que on est en société, il y a des règles de vie et des règles de solidarité, et que pour les plus forts n'ont pas à comme ça écraser les autres. Donc il y a des règles de vie en société, de solidarité, de respect vis-à-vis des uns des autres et de respect des différences. Ouais, mais moi, et ça commence là. J'ai eu quelque chose, en fait, c'était que il y avait une soirée
il y a la soirée du collège, et puis donc je suis restée avec les filles qui étaient populaires, et puis sans faire exprès pendant 3 jours, enfin sans faire exprès, je suis restée avec elles. Et puis en fait, je me sentais tellement à l'écart, tellement enrhumée, je me suis dit tout de suite, au bout de 3 jours, c'est pas mon monde, faut retourner. Et puis il y a les autres qui n'ont pas vraiment compris ce que je pensais, et donc elles m'ont traité de bouche-trou, que c'était leur bouche-trou, que j'étais, qu'elles étaient mes bouches-trous. Et à un moment donné, j'ai eu donc un nouveau téléphone, un iPhone. Et donc du coup, j'ai compris qu'il fallait déjà dès le début d'année être dans la bande, parce que sinon, si il y avait une fille dans la bande qui avait eu un iPhone, on lui aurait dit ouais, c'est super pour toi, mais là on m'a traité de riche, on m'a traité de tous les noms vraiment quoi, comme quoi j'avais un iPhone. Et voilà que c'est tout. Ben, franchement, moi je vais dire, si tous les bolos te ressemblaient, Leïla, il n'y aurait pas de souci à se faire, parce que moi je te trouve charmante. Hein. Je trouve que tu as une vivacité d'esprit, mais vraiment tu me parais hyper futée, hyper vive. Franchement, je me fais pas de soucis pour toi, quoi. Je pense que tu dois susciter peut-être de la jalousie, tu vois, chez certaines filles et autres, et c'est peut-être pour ça justement qu'il y a des remarques comme ça. Mais vraiment, c'est ce que dit First Lisa. D'ailleurs, il y a beaucoup de fraîcheur chez toi. Bah évidemment, on remarque que ça serait étonnant vu ton âge. Mais je trouve que surtout t'es hyper, beaucoup d'intelligence, de fraîcheur. On sent déjà que tu observes bien, tu saisis bien à qui tu as affaire. Ah donc, oui, au début de l'année. Bah oui. Senti. Oui, donc bon, tu es pas, tu as une vraie personnalité, je trouve déjà. Tu vois, tu es pas influençable. Bah en gros, ma mère, si vous voulez, elle m'a toujours inculqué ça avec mon père, et donc c'est clair que ouais, si j'avais pas eu des parents comme ça, je vous dis la vérité, j'aurais pas été comme ça. Donc je les remercie beaucoup d'ailleurs, ils sont là. Et merci on se croirait à la remise de prix. Merci à mes parents, merci à papa, maman, ma grand-mère qui écoute l'émission. Moi aussi, je remercie ta grand-mère puisque c'est elle qui t'a fait découvrir l'émission. Non, mais je trouve que tu as un esprit critique, et c'est vrai que tu peux certainement, il y a ta personnalité, mais remercier tes parents parce que je pense qu'ils t'ont inculqué ça. Ça fait partie dans l'éducation, tu vois, de développer un esprit critique. Tu vois, de pas gober comme ça tout ce qu'on te dit, et on sent que tu es quelqu'un qui n'est pas, t'as pas un esprit moutonnier à te fondre dans le groupe. Oui, voilà. Oui, et t'as le droit d'aimer la mode pour autant, hein, tu vois, d'être un peu fashion victime à tes heures, c'est normal. Et puis il y a une fille à 11 ans et demi, qui s'appelait Vanessa et qui, que j'adore cette fille, et donc du coup elle m'a dit que elle avait un sac à la mode, un Vanessa Bruno, je sais pas si vous connaissez. Et donc du coup, il y a une fille 2 mois plus tôt, quand elle l'avait eu, donc c'était tout nouveau. Ah on va pas avoir la suite de l'histoire, faudra que tu me rappelles une autre fois, parce que là on arrive à la fin de l'émission et c'est bien dommage, parce que j'aurais bien aimé te garder plus longtemps, Leïla, parce que c'est un plaisir de parler avec toi. Il y a Carmen qui dit « Pas de place dans la jungle pour les Barbies et les Ken populaires ». Je t'embrasse fort, Leïla. Hein. Je t'embrasse très fort, et à bientôt si tu veux me rappeler. Merci de m'avoir À bientôt. Au revoir, Leïla.